On vient tous les deux avec Manon, avec un peu notre casquette de prescripteur et d'architecte praticien. Comment peut-on choisir les matériaux en tant que prescripteur aujourd'hui dans un monde complexe avec un climat qui se dégrade? Le choix il est complexe et il se fait pour moi en fonction de l'impact dans le territoire. Or, on n'a pas grand-chose pour nous aider, pour nous éclairer sur le sujet, sauf en avril dernier, il y a eu un colloque organisé par Envirobat Grand Est à Strasbourg qui nous a parlé, qui était franco-allemand et qui parlait des matériaux biosourcés, chanvre, paille, roseau et miscanthus. Donc, lors de ce colloque, on a pu voir des professionnels et des chercheurs qui travaillaient sur le sujet. Donc nous, on n'est pas particulièrement spécialistes sur le sujet des fibres. Et donc on vient restituer un peu aujourd'hui ce qui a été dit lors de ce colloque. Donc on voit qu'on a des pressions fortes sur les milieux naturels ou des milieux aquatiques. Et particulièrement en Allemagne, ça pose un grand problème. L'assèchement de ces surfaces humides, particulièrement les tourbières, il est responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Donc rien que l'assèchement d'un sol, donc l'utilisation du sol va émettre jusqu'à quasiment 10% des émissions du pays. Cette problématique de zone humide, elle se retrouve partout dans le monde, parce qu'on a 3% du territoire mondial des terres émergées qui sont des zones humides. Donc pour répondre à ça, on peut faire de la paludiculture, par exemple, qui permet d'avoir une culture de plantes qui acceptent le milieu humide, tel que le roseau ou le miscanthus, qui ont pas mal d'intérêt, en plus d'être peut-être parfois biannuels, d'être support pour la biodiversité, de réduire le risque d'inondation, de dépolluer. Et puis elle séquestre du CO2 jusqu'à 25 tonnes par hectare et par an. Donc c'est assez conséquent. Dans le Brandenburg, il y a du coup un objectif assez important ambitieux de transformer des terres qui étaient asséchées pour des raisons agricoles, donc drainage, ou juste à une époque pour une raison agricole, et puis maintenant c'est un délaissé, donc il y a de la forêt qui a poussé dessus. Donc ils ont un objectif ambitieux de 50 000 hectares. Donc Ralf Pude, qui est spécialiste des matériaux biosourcés à l'université de Bonn-Aarhus, nous a rapporté que ce changement des sols, il pouvait s'appuyer sur 3 stratégies complémentaires. La stratégie nationale ou locale liée à l'agriculture, une stratégie liée à l'alimentation principalement, mais aussi à la façon dont on cultive localement, quelle quantité de matière on va laisser sur le sol. Donc, traditionnellement pour la paille 33-36%, je crois. Mais ce qui sont des pratiques locales, hein, donc on va avoir cette stratégie liée à l'agriculture, une stratégie liée à la biomasse. On a des grands schémas nationaux qui sont répercutés dans les schémas régionaux concernant la biomasse. Et alors sur ça, on a un quantitatif matière assez précis en vue de produire de l'énergie, hein, donc méthanisation ou chauffage. Et puis enfin, une stratégie de bioéconomie qui nous intéresse plus pour produire les matériaux, les biomatériaux. Donc voilà, ces trois stratégies, elles peuvent rentrer en conflit. On le voit, par exemple, rien qu'entre l'agriculture et la biomasse, en allemand ça se comprend un peu mieux, parce que déjà le mot biomasse, l'énergie renouvelable à partir de biomasse se dit erneuerbar. Alors que l'énergie renouvelable qui vient du soleil se dit non, c'était l'autre. C'était l'autre, pardon. Erneuerbar et Nachwachsen. Nachwachsen. Donc rien que le fait qu'on ait des mots différents pour dire d'où vient l'énergie, peut-être montre que ces stratégies agriculturelles et de biomasse sont déjà bien différenciées et bien comprises. Là où en France, la stratégie agricole, elle peine à émerger. Alors qu'il y a par contre bien une stratégie biomasse avec beaucoup d'industriels derrière.
Donc on a on doit, pour définir ces stratégies, se rendre compte de la quantité de matière disponible. Et donc là, pour ce faire, il y a le RCP, la DREAL qui a fait des études et qui montrent que du côté français, on a assez de paille pour la construction sans problème. Du côté allemand, par contre, ils importent de la paille. Ils n'en ont pas assez. Donc on voit bien qu'entre ces stratégies, voilà, une stratégie agriculturelle différente fait que côté allemand, on va importer de la paille. La stratégie de bioéconomie, elle va aussi tenir compte des ressources qu'on a en termes de déchets. Donc le parc naturel de Lorraine, lui, il s'est penché sur les roseaux, non pas issus de leur milieu naturel, mais issus des stations d'épuration. Et ils estiment à peu près 1 tonne de roseaux récupérables par station d'épuration, ce qui fait à peu près un peu moins de 4000 mètres cubes sur l'ensemble du parc naturel régional. Donc on voit qu'on a des conflits d'usage à répercuter dans les stratégies. Et on peut avoir aussi une autre façon de comptabiliser qui va être partir du besoin. Donc ça, c'est Coralie Welch qui est venue de l'Eurométropole de Strasbourg et qui nous a parlé de comment elle vient de la gestion de l'eau, en fait, et en venant de la gestion de l'eau, elle s'est dit comment je peux essayer d'utiliser les sols autrement, comment je peux convaincre les élus d'avoir un intérêt à laisser ces zones en zone naturelle, peut-être un peu productives, mais productives d'une autre manière qu'en terrain urbain. Peut-être en disant que j'ai besoin de ces matières, j'ai besoin de ces terrains pour produire de la matière, pour produire du projet. Et donc elle est allée chercher les BET et les architectes pour pouvoir faire une première quantification du besoin sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de tensions territoriales qui restent pour la plupart invisibles pour le prescripteur, et quand bien même il fait une analyse de cycle de vie de type ISO 14040, voilà, ces tensions territoriales ne sont pas visibles. Donc on va vous parler maintenant des dynamiques socio-économiques et des pratiques professionnelles, c'est-à-dire l'impact de ces démarches. Donc les fibres, que ce soit le miscanthus, le roseau ou la paille, donc c'est une ressource polyvalente qui est utilisable quasiment dans son entièreté, pour certains même la plante complète, qui est utilisée dans différents secteurs d'activité économique comme l'industrie cosmétique, la papeterie, le bâtiment, etc. Et donc pour des usages aussi multiples, que ce soit des emballages, des panneaux pour le bâtiment, donc différentes formes. Donc ça crée des synergies en fait entre les secteurs d'activité, puisqu'ils utilisent toute la plante, chacun n'utilise pas toutes les parties de la plante. Donc il faut aussi se mettre d'accord sur l'utilisation. Ça limite aussi les déchets, puisque la plante c'est finalement 0 déchet, tout est économiquement valorisable aussi dans cette matière. Et en Allemagne, on a pu voir que certains agriculteurs, en fait, ils produisent directement suite à des commandes des industriels. Donc il y a aussi cette question d'offre et la demande, et ce qui permet de stabiliser les prix. Donc il n'y a pas de variation trop importante. Et on a pu voir aussi, donc c'est Bas Spanière qui nous a expliqué ça, que le miscanthus a de cette manière augmenté fortement la culture du miscanthus en Allemagne, alors que des autres cultures céréalières stagnent plutôt, et cela sans aucune incitation financière. Donc on n'a pas forcément les évaluations qui n'ont pas été présentées, mais on peut se dire que économiquement, c'est des démarches qui sont viables. Ce qui pourrait être fait encore pour promouvoir les fibres davantage, c'est une caractérisation plus fine. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment pour les matériaux d'isolation, on met en avant beaucoup le lambda dans la plupart des fiches techniques, alors que le lambda seul pour les fibres n'est pas suffisant pour convaincre en fait. Alors qu'il y a plein d'autres avantages comme le comportement au feu, comme la qualité sanitaire, l'acoustique, le déphasage thermique, etc., mais qui ne sont pas du tout mis en avant dans ces fiches et qui pénalisent quelque part l'utilisation de ces matériaux. Il y a aussi la question des réglementations et des normes qui a été évoquée lors du colloque, qui sont pourtant transfrontaliers. On était à Strasbourg, entre l'Allemagne et la France, pas du tout transpensables directement d'un pays à l'autre, et ce qui génère des coûts à chaque fois pour les adaptations nécessaires. Au niveau des
pratique professionnelle, on a pu identifier 2 démarches différentes. Donc la première, elle est vraiment basée sur le matériau brut ou très peu transformé. Donc par exemple la botte de paille ou les fagots de roseau qui proviennent donc directement du champ ou de la palydiculture et qui nécessitent là par contre une anticipation accrue des prescripteurs et puis des entreprises pour gérer la disponibilité au moment où on en a besoin sur le chantier. Ou encore aussi le dimensionnement, par exemple le paillis il peut être débité en 3 longueurs différentes et si le producteur ne connaît pas les besoins, au moment où on en a besoin, ça peut poser quelques problèmes. Donc on a vu que toutes ces problématiques au départ finalement sont aussi l'opportunité pour les acteurs de se rapprocher parce qu'il faut travailler quasiment main dans la main, échanger sur les besoins et puis aussi sur la temporalité et cela crée forcément des liens professionnels voire même plus loin sociaux. Si pour cette première démarche, la matière elle est plutôt bon marché, on a constaté un problème de la main-d'œuvre qualifiée qui est encore trop rare malgré tous les efforts qui sont faits au niveau de la formation, notamment Propaille. Donc c'est un obstacle parce que ça peut empêcher des chantiers, mais ça peut aussi introduire d'autres formes de chantiers. On voit beaucoup les chantiers participatifs ou en autoconstruction, donc pour compenser cela. Cela responsabilise a priori aussi les intervenants parce qu'on a besoin d'une mise en œuvre soignée, donc une exécution parfaite pour obtenir les performances. Et on a pensé aussi que l'architecte dans cette démarche-là garde peut-être une meilleure maîtrise de son ouvrage qu'il a dessiné, qu'il a décrit, parce qu'il y a moins de variantes possibles en fait en remplacement des prestations qu'on a souhaité avoir. Et au final aussi, ça crée un lien certainement plus fort avec le territoire parce qu'on sait d'où proviennent les matériaux, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui encore, on cherche peut-être la paille un peu plus loin que la place du chantier, mais peut-être aussi pour créer des filières, il faut au départ passer par là pour montrer que ça fonctionne et puis ensuite créer une offre sur place beaucoup plus locale. La deuxième démarche qu'on a pu identifier par rapport à ça, c'est le processus industrialisé presque classique. C'est-à-dire qu'on standardise, on préfabrique par exemple des panneaux avec du roseau ou autre, avec du chanvre. Et au final, ces panneaux se distinguent uniquement par rapport à la composition des autres panneaux plutôt classiques de la grande distribution. Si ce n'est qu'ils utilisent souvent les mêmes liants, donc là souvent en polypropylène, donc issus de la pétrochimie, qui font aussi que ce ne sera pas complètement recyclable. Et donc même s'il y a des recherches en cours aussi pour remplacer ces liants plutôt néfastes. Il y a un nombre intermédiaire aussi plus grand dans cette démarche-là, donc entre le fabricant, le distributeur, etc. Et malgré, donc ce qui augmente les prix, et malgré les incitations étatiques financières, il y a quand même encore le coût des fiches de données environnementales sanitaires qui est aujourd'hui trop coûteux pour des petits fabricants de taille artisanale et type coopérative. Donc il y a beaucoup encore d'entreprises qui ont du mal à commercialiser leurs produits. En revanche, donc, la mise en œuvre est facilitée puisque ça se pose comme les éléments de construction classiques et donc par conséquence pour l'architecte ça a relativement peu d'impact sur la pratique professionnelle. Donc en conclusion, on peut dire que les démarches qui ont été présentées lors du colloque ont été des démarches vraiment holistiques, hein, donc, qui intègrent à la fois la maîtrise des ressources locales, une planification territoriale réfléchie, une gestion raisonnée des sols et ils ont montré aussi comment la prescription architecturale des concepteurs peuvent créer finalement une filière ou en tout cas déjà une offre pour déboucher sur une filière sur les matériaux biosourcés. Cependant, on n'a pas eu beaucoup de retours sur les évaluations de l'impact environnemental de ces démarches, sur les gisements, etc. Donc, sauf l'exemple que Marc a présenté de Coralie Welch, donc à l'Eurométropole Strasbourg. Donc aujourd'hui, on ne sait pas de quelle manière tout ça s'est évalué et aussi pour éventuellement éviter le risque de la massification de ces démarches. Donc on a vu ce qui a pu se passer avec le bois, avec la biomasse.
Et donc pour éviter ces risques-là, il est clair qu'il faut à un moment donné évaluer cet impact-là. Avec les fibres, il y a peut-être moins de risques puisque c'est des plantes pluriannuelles qui poussent très très vite et qu'on peut peut-être plus gérer dans le temps. N'empêche qu'il faut à un moment donné se pencher sur cette évaluation-là. Ce qu'on a retenu de ce colloque, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exemples ou de recettes transposables directement entre les différents territoires. Par contre, des lieux comme aujourd'hui aussi un colloque où différents acteurs qui sont partie prenante des projets se rencontrent, peuvent échanger sur leur expérience passée et aussi des échelles différentes, que ce soit du local au régional, national, international, même donc transfrontalier. C'est ça en fait qui fait avancer quelque part les choses et qui permettent aussi que les filières se créent et se construisent. Voilà, donc je vous remercie. Nickel.